Chers collègues, initialement, l'article 1er visait à établir un cadre législatif pour une nouvelle profession intermédiaire. Après avoir repris une des conclusions du Ségur de manière peut-être prématurée, nos collègues députés ont transformé cet article en une demande de rapport visant à permettre le déploiement de l'exercice de la pratique avancée et des protocoles de coopération. Il est évident que la situation actuelle ne répond pas aux besoins d'évolution en compétences des professionnels de santé, et c'est pourquoi ce rapport nous semble essentiel pour poursuivre la montée en puissance des deux leviers définis dans le plan Ma Santé 2022. En effet, alors que l'accès aux soins sur le territoire est hétérogène, alors que les protocoles de coopération n'ont eu qu'un essor limité depuis 2009 et que la loi de juillet 2019 a récemment refondu son cadre juridique, alors qu'un rapport du rapporteur soulignait en 2014 le besoin d'une montée en compétences et de professions intermédiaires, peu d'analyses existent sur la situation actuelle et sur les limites potentielles. On connaît le sort généralement réservé aux demandes de rapport dans cette Assemblée, mais il me semble dommage de se priver d'éléments analytiques alors même que c'est précisément, selon la Commission, ce qui faisait défaut dans cette proposition de loi. Ce rapport en complémentarité avec la mission souhaitée lors du Ségur permettra une analyse raisonnée et exhaustive de la situation actuelle afin de répondre efficacement aux besoins de simplification du système de santé. Pour toutes ces raisons, l'article 1er nous semble avoir toute sa place dans ce texte et c'est pourquoi nous proposons son rétablissement et je compte sur votre vote favorable. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement 159 ? Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire à notre collègue que nous avons supprimé cet article en commission pour plusieurs raisons que j'ai développées il y a 15 jours, mais que je veux bien redévelopper ce soir. D'une part, la portée de cet article est trop limitée au regard des enjeux réels de revalorisation des métiers de santé. Cette demande de rapport n'a pas sa place dans la loi, a fortiori dans un article 1er qui tente à en faire une disposition phare de ce texte. Une demande de rapport en article 1er, enfin bon. D'autre part, le bilan sollicité dans un délai bref de 6 mois risque de manquer de recul pour des dispositifs n'ayant pas atteint leur pleine portée ou ayant fait l'objet de réformes récentes. Les premiers infirmiers de pratique avancée ont été diplômés en juillet 2019 et ils sont actuellement à ce jour 549. Quant au protocole de coopération, leur cadre juridique a été remis à plat par la loi Santé de juillet 2019. Il a encore été modifié par la loi ASAP de décembre 2020 et la présente proposition de loi en proposait à son article 1er une nouvelle évolution. Je ne vois pas d'intérêt à réintroduire cet article sans portée normative et dont la rédaction à certains égards est en plus ambiguë. C'est donc un avis défavorable de la Commission. Quel est l'avis du Gouvernement ? J'entends et respecte évidemment les arguments du rapporteur et de la Commission en la matière. Je ne vais pas revenir sur le fond de cette notion de profession médicale intermédiaire, qui n'est certainement pas un médecin au rabais, c'est certainement pas l'enjeu, c'est tout le contraire. C'est permettre à la France de disposer de soignants dont le diplôme serait quelque part entre un bac plus 3 et un bac plus 12, comme énormément de pays, comme la quasi-totalité des pays, pour pouvoir aider à des prescriptions, etc. Ce qui ne contrevient pas à la logique des IPA, évidemment, auquel je crois beaucoup, c'est l'idée de nous faire avancer dans les pratiques avancées, de se poser la question, de savoir si on n'a pas la possibilité de permettre à des soignants de faire des formations complémentaires ou par de la VAE, de pouvoir obtenir des compétences supplémentaires. Mesdames et messieurs les sénateurs, je confie une mission au président du Conseil national de l'Ordre des médecins, au président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, une mission préfiguratrice pour savoir, avec en toute liberté, leur poser la question de savoir s'ils considèrent qu'il y a de la place pour ces évolutions dans notre système de santé. Je souhaite qu'ils puissent travailler librement. Si à l'issue de cette mission, ils répondent qu'il n'y a pas de place, bien écoutez, on aura eu cette réflexion. Je considérais que la France n'a pas la place pour ce type de profession intermédiaire, là où elle l'a aux États-Unis, au Canada, en Suède, dans plein de pays qu'on prend souvent en exemple, quand on parle de santé, aussi, pour l'organisation. Si par contre ils disent, oui, ça peut être intéressant de creuser, on a vu les différentes professions, on a concerté large, on peut faire évoluer notre système, très bien, se poser une question, c'est jamais un drame, hein. Au contraire. Et donc je suis favorable à ce que ce rapport puisse être remis publiquement, présenté devant le Parlement,
ce rapport que je confie aux ordres, s'il y a une version qui est remise au Parlement et qui est présentée, ce sera très bien. Je pense que c'est au contraire même très important. Donc je suis favorable pour cet amendement, même si cette mission, elle a vocation à vivre sa vie sous la forme ou non d'un rapport remis au Parlement. Donc un avis favorable à l'amendement et surtout un avis favorable pour qu'on puisse mener cette réflexion dans un climat de sérénité. Je pense que c'est important que ça ne figure pas dans le marbre de la loi de la création d'une profession intermédiaire. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, mais je pense que c'est important qu'on puisse avoir cette réflexion. Monsieur Jomier. Merci, Madame la Présidente. Là, je comprends la logique du ministre. Vous avez idée qu'il pourrait y avoir une nouvelle profession intéressante dans le système de santé. Vous, d'ailleurs, pas la députée qui a écrit la proposition de loi. Très bien, c'est très clair au moins. Et vous avez missionné des représentants d'institutions de notre système de soins pour mener une réflexion à ce sujet. Très bien. Mais ça sert à quoi, là, cet article? Pardon, mais vous n'avez pas besoin qu'on délibère, qu'on vote, qu'on pourrait y avoir un rapport. Vous avez créé une mission exploratoire. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Cet article 1, vous venez de nous le dire, était trop précipité, n'était pas adapté, dont acte. Donc, je vous félicite pour cette position. Mais ce rapport n'a strictement aucun intérêt. Que vous vouliez faire plaisir à un parlementaire, très bien, mais on va attendre que cette mission soit menée, on en regardera les résultats, et s'il s'avère utile de créer une nouvelle profession, mais je souscris aux arguments du rapporteur, il y a 2 nouvelles professions qui sont en cours de détermination dans notre système de santé, les infirmiers de pratique avancée et les assistants médicaux. Et dans les 2 cas, c'est le cadre conventionnel qui est en train de travailler, et vous suivez ces travaux de près, les conditions d'émergence de ces professions, et c'est très bien comme ça. Donc moi, je suivrai la position de la Commission. Très bien, pas d'autres explications de vote. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 159 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et favorable du Gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il n'est pas adopté. À l'article 2 bis, 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 190 de Madame Cohen. Nous proposons ici de reconnaître la place des sages-femmes dans les équipes de soins primaires. En effet, les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic de la pathologie effectuées par les sages-femmes les positionnent comme praticiennes de premier recours en soins primaires pour la santé des femmes. Ces professionnels sont donc en ce sens au cœur du dispositif permettant à la patiente d'être au centre du parcours de santé. Cette place dans le système de santé français nécessite pour nous d'être clairement identifiée dans la loi. Un parcours de santé se définit comme la trajectoire globale des patientes et usagers dans leur territoire, avec une attention particulière portée à la personne et à ses choix. Le parcours de santé des femmes est l'organisation d'une prise en charge globale et continue des individus au plus proche de leur lieu de vie ou de travail. La lisibilité, l'accessibilité et la fluidité du parcours de santé s'appuie sur la qualité de l'information, des conditions d'accueil et d'accompagnement de la femme tout au long de sa vie. Tous ces arguments plaident en faveur de la reconnaissance des sages-femmes dans les équipes de soins primaires, et cela rejoint, une fois n'est pas coutume, la philosophie du plan Ma Santé 2022 en élargissant ici les compétences des sages-femmes. Pour ma part, comme pour l'ensemble des membres de mon groupe, cela s'inscrit dans la continuité des articles précédents visant à améliorer l'attractivité de cette profession en travaillant sur plus de valorisation et de reconnaissance. Mes chers collègues, cela fait plusieurs mois que les sages-femmes se mobilisent pour que leur profession, je vous le rappelle, médicale et non paramédicale, soit enfin pleinement reconnue. Cet amendement peut y contribuer. Je vous remercie. Monsieur Longeot, pour l'amendement 48. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les soins dits de premier recours, tels que les actions de dépistage, de prévention et de diagnostic, de dispensation et d'administration des médicaments, contribuent à pallier le manque de médecins et à assurer un meilleur accès aux soins pour les Français sur l'ensemble du territoire. Les dits soins sont la plupart du temps administrés par les sages-femmes praticiennes de premier recours pour la santé des femmes. Cependant, les compétences de ces dernières restent peu connues des patientes et d'autres professionnels de santé. Le présent amendement vise donc à reconnaître officiellement la contribution des sages-femmes à ces soins de premier recours, contribution qui nécessite d'être clairement identifiée dans la loi. Tel est l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements?
Madame la présidente, la rédaction de l'article L. 1411-1 du Code de la santé publique sur les soins de premier recours n'exclut pas les sages-femmes. Cela découle par ailleurs de leurs missions qui sont définies par les articles L. 4151-1 et suivants du Code de la santé publique. Réaffirmer ce principe, comme le fait l'amendement 48, aurait donc peu de portée. Il ne me paraît pas nécessaire en outre, s'agissant de l'amendement 190, de dupliquer dans le Code de la sécurité sociale des dispositions qui relèvent déjà du Code de déontologie de la profession, comme le libre choix de son praticien ou l'indépendance professionnelle. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable parce que satisfait. Avis du gouvernement ? En complément de l'avis du rapporteur que je partage, notamment lorsque le rapporteur explique que l'amendement est déjà satisfait en pratique, parce que les missions qui incombent aux sages-femmes sont des missions qui recoupent celles des équipes de soins primaires, en réalité. Dire aussi que dans le Ségur, on a vraiment une attention très particulière. J'ai reçu à plusieurs reprises des représentants de la profession maïeuticienne pour faire évoluer le cadre de métier, le cadre de compétences. C'est déjà acté dans d'autres textes de loi, vous le savez, avec l'expérimentation. Et puis après, je pense rapidement à la généralisation de l'IVG instrumentale, par exemple, par les maïeuticiens, les sages-femmes, mais aussi le suivi des femmes qui ne sont pas forcément enceintes, les prescriptions d'un certain nombre d'examens ou d'actes aux personnes qui accompagnent les femmes parturientes. Donc tout ça montre bien que la profession évolue. Moi, je suis vraiment totalement convaincu de la place des sages-femmes dans le système de santé. Et par ailleurs, le bloc de revalorisation pour les sages-femmes qui exercent en établissement, est évidemment aussi dédié aux sages-femmes. Et j'ai demandé à ce que dans le travail sur les grilles salariales, on porte une attention particulière aussi. Et après, il y aura d'autres enjeux en domaine de RH, notamment lutter contre les contrats courts, dont sont parfois victimes, subissent parfois trop souvent, en tout cas, les sages-femmes dans certains établissements. Voilà, on fait vraiment évoluer ce cadre-là, mais là, on va complexifier quelque chose, alors que vraiment le cœur du métier, le socle que vous voulez promouvoir à travers vos amendements, ils sont déjà réalisés dans la pratique. Proposition de retrait. Madame Cohen ? Écoutez, moi, j'ai entendu donc les explications du rapporteur et du ministre. À partir du moment où, effectivement, ça semble satisfait, nous n'allons pas maintenir notre amendement. Monsieur le ministre, je veux juste attirer votre attention sur une chose, parce que vous avez vraiment semblé avoir à cœur donc, de reconnaître l'importance de cette profession, et je partage tout à fait ce que vous avez dit. J'ai été donc sollicitée par des sages-femmes sur le fait que dans l'INSEE, elles sont considérées comme des paramédicaux, et ce qui entraîne finalement au niveau de leur salaire un moindre salaire. Donc je pense qu'elles vous demandent de les recevoir sur cet aspect-là. Je pense que ça serait important que vous puissiez les écouter et voir, parce que chacun se repasse un peu le problème, et c'est très important pour elles. Donc nous retirons ces amendements, et j'en ai profité pour faire un appel au ministre, comme vous avez pu le constater, et je vous en remercie par avance. Madame Cohen a retiré ses amendements. Monsieur Longeau, vous confirmez ? Oui, je retire ces amendements au regard des explications à la fois de la Commission et du ministre, mais j'espère qu'effectivement elles seront entendues et que ce sera bien appliqué. Merci. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Je voyais que vous aviez envie de répondre. Je voulais profiter de la concorde pour pouvoir répondre aussi à madame la sénatrice Cohen. D'abord, j'ai reçu les représentants des sages-femmes, notamment la présidente de l'Ordre, et ensuite j'ai saisi Bercy sur cette question de la classification INSEE. Je ne sais pas encore quelle sera la réponse qui me sera faite, ce sera de l'interministériel, mais sachez que je suis bien sur ce sujet, bien conscient de ce que vous soulevez comme point. Ok, je mets aux voix l'article 2 bis. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Article 2 quater, un amendement de 4 de M. Bonne. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je propose de supprimer cet article parce que les articles 4151 1 et 10 du Code de la santé publique définissent les compétences des sages-femmes et prévoient que ces dernières sont tenues d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique, ce qui est le cas en cas de suspicion d'infection par une IST. Pour la sécurité des patientes, la prescription d'un traitement curatif doit relever du médecin, seul professionnel à disposer de la compétence pour prescrire un traitement curatif et en assumer les conséquences. Je demande donc la suppression de cet article. Allez-y, monsieur le rapporteur.
Merci Madame la Présidente. L'article donc 2 quater a été réécrit, Monsieur Bonne, en commission, et nous en avons circonscrit le champ au domaine de la prévention, les examens de dépistage des IST pour la femme et son partenaire, en excluant le volet curatif, à savoir le traitement des IST chez les partenaires. Cette rédaction a paru à la commission des affaires sociales équilibrée et lui semble donc répondre aux observations qui sont soulevées par l'amendement de M. Bonne. C'est donc une demande de retrait. À défaut, ce serait un avis défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur Bonne, comment réagissez-vous à la demande de retrait du rapporteur? Très mal, très mal. Non, j'ai réagi parce qu'effectivement, la commission a modifié en disant non pour le partenaire, mais oui pour la personne, oui pour la patiente. Or, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ou alors j'ai fait confiance totalement au niveau de la commission et du président, mais j'ai déjà fait confiance tout à l'heure. Je sais bien qu'on est dans une période de confiance au niveau de la loi, mais je voudrais être sûr quand même que la réflexion aboutisse à la fois pour l'amendement précédent que j'ai retiré et pour celui-là également. Donc je le retire. Il retire. Très bien. Monsieur Longeau, le 49. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les sages-femmes peuvent aujourd'hui prescrire des actes, produits et prestations sur des listes fixées par voie réglementaire. Or, ces listes pouvant devenir rapidement obsolètes, la patiente serait dès lors contrainte à effectuer une double consultation, d'abord chez la sage-femme, puis chez le médecin. Le présent amendement vise donc à supprimer ces restrictions et ouvrir plus largement, mais strictement dans le champ de compétences des sages-femmes, leur droit de prescription pour simplifier partout sur le territoire l'accès aux soins. Cet amendement alignerait le régime applicable aux sages-femmes sur celui des autres professions médicales, comme les chirurgiens dentistes, qui disposent dans leur champ de compétences d'une pleine faculté de prescription. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement 49? Madame la Présidente, l'article L. 4151-4 du Code de la santé publique prévoit déjà que les sages-femmes peuvent prescrire des dispositifs médicaux et médicaments selon une liste fixée par arrêté, ainsi que les examens strictement nécessaires à l'exercice de la profession. L'intention est d'ouvrir donc plus largement ce droit de prescription pour éviter notamment un décalage entre les textes réglementaires et les produits de santé utiles à l'exercice de la profession, mais les conditions restent renvoyées au pouvoir réglementaire. Le cadre actuel tel qu'ajusté par l'article 2 quinquies A a paru donc à la commission des affaires sociales satisfaisant. En outre, ces dispositions entreraient en contradiction avec les autres dispositions du Code de la santé publique encadrant les missions des sages-femmes. Faute d'un retrait, la commission a émis un avis défavorable. Avis du gouvernement, pas monsieur. En complément, de préciser que l'ANSM et les sociétés savantes ont été récemment saisies pour réviser la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire. Même avis que le rapporteur. Monsieur Longeau. Non, je le maintiens parce que, si vous voulez, c'est quand même un vrai problème d'aménagement du territoire et d'accès aux soins. Et je trouve que c'était une mesure qui était importante et qui est appliquée par d'autres professions médicales. Donc, je le maintiens. Lomier pour une explication de vote sur cet amendement. Oui, au fond, la question, c'est de savoir si on aligne le droit appliqué aux sages-femmes sur celui d'autres professions médicales. Par exemple, les chirurgiens dentistes, en fait. Ou si on avance pas à pas en colmatant et en ajoutant petit à petit des dispositions qui permettent aux sages-femmes d'exercer pleinement leur profession médicale en santé sexuelle et reproductive. Et l'amendement de notre collègue Longeau est plutôt donc dans cette plénitude, on va dire, d'une profession qui se voit reconnaître son droit à prescription dans ce champ limité de la santé sexuelle et reproductive. Donc nous voterons cet amendement. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 49 qui a reçu un double avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Combien vous ? 25. Qui est contre ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il est adopté.
Je passe à l'article 4 bis qui a été supprimé, mais il y a un amendement 161 de rétablissement. Certainement pas pour marquer le coup, mais une réelle nécessité. Lors de la crise sanitaire, plus de 16 000 volontaires non soignants ont proposé leur aide à quelques semaines auprès de la PHP. Cet élan de solidarité est honorable et nous devons le soutenir. Cet amendement ne va en aucun cas à l'encontre de centaines d'associations présentes dans les établissements de santé aujourd'hui. Le bénévolat n'est pourtant que peu encadré législativement actuellement. En effet, l'article 6323-1-5 du Code de la santé publique indique que les centres de santé peuvent bénéficier de la participation de bénévoles à leurs activités sans davantage de limites. L'action bénévole n'est pas réglementée non plus dans les EHPAD, où la création d'une convention de partenariat ou d'une charte définit les modalités de l'intervention des bénévoles. Au sein des établissements de santé, les associations organisent l'intervention des bénévoles. Les nombreux volontaires non soignants, s'ils ne sont pas inscrits dans des associations, sont donc en dehors du cadre légal actuel. Ainsi, le rejet du bénévolat individuel semble aller à l'encontre de la situation actuelle dans les centres de santé et les EHPAD. Afin de prendre en considération l'agilité souhaitée par les bénévoles individuels sans pour autant empêcher dans sa totalité leur intervention dans les établissements de santé, notre amendement vise à rétablir l'article 4 bis avec des ajouts inspirés de l'encadrement existant dans l'article 1110-11 du Code de santé publique. Lors de l'examen en commission, la suppression a été motivée par le besoin de formation des bénévoles. Nous pensons que notre amendement y répond. En effet, nous souhaitons que le bénévolat individuel puisse être réalisé dans les établissements de santé en complémentarité avec les associations et dans le respect des missions de chacun. Ainsi, en ajoutant une obligation de formation par les associations et les établissements de santé eux-mêmes, en assurant de la non-interférence avec la pratique des soins médicaux ou paramédicaux et de l'encadrement par un référent, nous pensons que le bénévolat individuel pourra être un soutien important pour les associations et les établissements de santé. Et monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. J'entends bien ce qu'a dit notre collègue Théophile. Le bénévolat est un soutien important pour les associations et pour les établissements. L'article 4 bis tel qu'il était mis en place ne parlait pas du bénévolat associatif. Il parlait bien du bénévolat individuel. Et c'est bien pour cela que nous l'avons supprimé au profit du bénévolat associatif. Et nous maintenons donc cet avis de suppression du bénévolat individuel parce qu'il entraîne beaucoup de problèmes, en particulier des problèmes de responsabilité de la part de l'établissement. Et nous souhaitons, nous, que le bénévole puisse être formé par les associations pour aller ensuite aider les patients, les médecins, etc. Donc c'est un avis défavorable, faute d'un retrait. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, nous sommes favorables au rétablissement de cet article. D'abord parce qu'on est favorable au bénévolat à titre individuel, qui est une pratique courante des établissements de santé et qui a été particulièrement utile, je vous le rappelle, pendant la première vague de la Covid et qui se poursuit depuis. D'autre part, par contre, le consacrer dans la loi avait suscité des réactions vives de certains acteurs associatifs. C'est pourquoi nous y ajoutons l'encadrement que nous demandons et la formation, bien sûr. Et cet amendement prévoit un encadrement, d'ailleurs, de l'intervention de ces bénévoles dans le cadre des établissements de santé. Voilà pourquoi la logique veut que nous rétablissions cet article. Bien, je mets donc aux voix. Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Nous, au niveau de notre groupe, on soutient totalement ce que vient de dire le rapporteur. Et on voit bien qu'à partir du moment où on s'engouffre sur le bénévolat individuel, eh bien, ça ouvre énormément de problématiques. D'encadrement, de formation, et Madame la Ministre a bien donné un certain nombre d'exigences. Et là, on n'est plus sur du bénévolat, on est sur de l'ubérisation du bénévolat. Et oui, c'est peut-être un mot qui vous déplaît, mais il faut prendre les choses telles que nous, en tout cas, nous les interprétons. Et c'est donc la porte ouverte à beaucoup de choses. Donc, l'avis de la Commission est particulièrement sage pour, en tout cas, cet avis-là, et nous le soutenons. Bien. Oui, Madame Guillotin.
Oui, très rapidement pour dire que je suis défavorable à la réintroduction donc, de cet amendement. Je pense, alors deux raisons. J'ai été médecin en coordonnatrice en EHPAD et très franchement, quand on avait des bénévoles isolés qui arrivaient, c'est plus dangereux que d'avoir une association que l'on peut cadrer. Il y a un problème de responsabilité. Les bénévoles isolés arrivaient, donner à boire à l'un à l'autre, les fausses routes, moi je vous en passe, voilà. J'ai plein d'exemples comme ça, donc je serais vraiment défavorable. On a des tissus associatifs qui est encadré avec une responsabilité, un président, des normes, et donc j'en resterai à cette forme d'association. Mouillé. Oui, rapidement, Monsieur le Président, simplement, Madame la Ministre, vous dire que à l'occasion de l'examen de cet article, j'ai eu l'occasion de rencontrer les associations de mon département et je peux vous assurer qu'elles prennent cet article comme un mauvais signe, vraiment un problème de reconnaissance, parce qu'elles considèrent qu'elles sont mises de côté au regard de cette mobilisation. Elles se sont engagées depuis des années sur des programmes de formation, d'accompagnement. Elles ont investi, elles ont consacré du temps. Et à travers cet article-là, eh bien, on a une perte de reconnaissance. Donc, clairement, c'est peut-être ce que vous pensez, mais sur le terrain, je peux vous assurer que le signe est extrêmement mauvais. Merci. Bon, je mets donc aux voix le 161 avec le 161 qui vise à rétablir l'article 4 bis avec un avis défavorable de la commission, favorable du gouvernement. Qui est pour l'amendement de rétablissement de l'article 4 bis? Qui est pour? C'est bien. Qui est contre? D'accord. Donc, l'amendement 161 n'est pas adopté. L'article 4 bis reste supprimé et je passe à l'article 4 ter avec deux amendements identiques de suppression. Le 87 qui le défend. Je vous en prie, Madame Le Gourouet. Donc cet amendement s'oppose à l'institutionnalisation du recours à l'intervention individuelle de praticiens bénévoles dans les établissements de santé. Si nous saluons bien sûr l'élan solidaire fort qui a permis à des soignants de venir prêter main forte dans les établissements de santé en cette période de crise, nous nous opposons à l'institutionnalisation d'un statut de médecin, sage-femme et odontologiste exerçant à titre bénévole. Pérenniser ce statut revient à considérer le bénévolat comme supplétif aux carences en ressources humaines constatées depuis de longues années et n'est autre que du salariat déguisé. De plus, la proposition de loi ne prévoit pas les conditions de leur intégration au sein des équipes médicales et du projet médical d'établissement. Elle ne précise pas non plus les conditions d'engagement ni les modalités d'encadrement de ces bénévoles. Le recours à ces bénévoles ne doit pas être une réponse pour pallier les insuffisances de moyens des établissements de santé. Donc, tel est l'objectif de cet amendement. Merci. Madame Cohen, le 133, identique. Oui, merci Monsieur le Président. Nous demandons, nous également, la suppression de cet article 4 ter. Et je crois que c'est surtout déjà pour être cohérent avec le vote de notre commission qui a supprimé l'article 4 bis. Parce que nous avons salué l'initiative de la commission qui visait donc à permettre l'intervention des bénévoles dans les établissements de santé. Donc nous ne comprenons pas pourquoi le même raisonnement n'a pas été appliqué pour l'intervention de praticiens bénévoles. La logique est pour nous strictement la même et d'ailleurs nous l'avons dénoncé précédemment, nous continuons à la dénoncer. Et là en plus on voit bien que cette logique c'est finalement de gérer la pénurie de personnel, toutes catégories confondues. Alors quel est le sens profond que de permettre à des praticiens bénévoles de venir dans des établissements là où il y a un manque d'effectifs? Depuis des années, les soignants, le personnel administratif et technique alertent sur le besoin de recrutement pour faire tourner les services. Et là, on leur propose des personnels bénévoles. Je crois que c'est un peu se moquer d'eux, hein. Pourquoi ce qui est dénoncé dans le rapport pour l'article 4 bis, à savoir l'ouverture possible à des dérives, ne le serait pas pour cet article, à savoir l'utilisation de bénévoles pour pallier la pénurie de médecins? C'est sûr que là, pour limiter les dépenses publiques, je pense que c'est un argument assez imparable. Je dois rappeler ici que les hôpitaux ont besoin de 100 000 emplois, les EHPAD de 200 000 et le secteur de l'aide à domicile de 100 000 également. Des emplois formés et bien rémunérés pour relancer l'attractivité. Donc on est bien loin du bénévolat. C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons donc de supprimer l'article 4 ter. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cet article 4 ter permet de sécuriser l'intervention, pas de bénévoles, mais de praticiens bénévoles dans les établissements de santé, y compris sur des missions relevant du service public hospitalier et non seulement dans le cadre des activités dévolues aux associations de bénévoles. Cette pratique
qui est marginal, on le sait bien, ne constitue en rien une réponse adéquate ou même, comme vous le supposez, un simple palliatif au problème de la démographie médicale à l'hôpital. Il serait d'ailleurs souhaitable que ces interventions soient ciblées sur des missions complémentaires et non en lieu et place de ce qui est effectué habituellement par les praticiens. Sous cette réserve, je ne vois pas d'opposition à donner un cadre juridique à cette intervention. Donc, c'est un avis défavorable à la suppression de l'article 4. Et nous aurons un amendement suivant, amendement 87 et 133, avis défavorable. Et nous donnerons un avis favorable à l'amendement suivant. Dans l'ordre, d'abord, l'avis du gouvernement sur ces deux amendements identiques. Défavorable. Pardon ? Bien, donc j'ai deux avis défavorables sur le 87 et le 133 identiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Ces deux amendements sont rejetés. Et je passe au 80, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vient de l'exposer ma collègue Annie Louérou, cet article pose des questions importantes. Si encore l'intervention des praticiens bénévoles se justifiait pour des tâches très circonscrites et précisées par l'article, mais ça n'est absolument pas le cas. Ces praticiens bénévoles pourront intervenir à l'hôpital afin, je cite le rapport, de participer à l'exercice des missions générales de ces établissements et de celles attachées au service public hospitalier. C'est tout de même difficile de faire plus large. Deuxième problème, les raisons qui sous-tendent cette mesure, à savoir, et là je cite les auteurs de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, donc c'est le besoin de renforcer les ressources médicales des établissements publics de santé dans l'intérêt du service public hospitalier et dans le contexte actuel de la démographie médicale. Non, cette mesure ne rend pas service à l'hôpital public. Nous en avons longuement discuté à l'occasion de l'examen du projet de loi de santé de 2019, des mesures à même de lutter contre la désertification médicale d'une part et contre la désertion de l'hôpital public d'autre part. Nous venons à nouveau d'y dédier l'article 3 concernant les facteurs qui expliquent aujourd'hui les difficultés de recrutement. Et là, les députés nous disent « il est difficile de recruter à l'hôpital, eh bien laissons faire le travail par des bénévoles ». Non, ces questions ne sont pas simples, elles méritent des réponses qui ne sont pas simplistes. Cela ne résoudra rien et en plus c'est incompréhensible pour les personnels hospitaliers, voire indécent à leur égard. C'est pourquoi, à défaut d'une suppression de cet article, notre amendement propose au moins de mettre un garde-fou basique et pourtant essentiel, qui est d'empêcher que les contrats conclus avec les praticiens exerçant à titre bénévole ne se substituent au poste d'agent titulaire laissé vacant. Notre position est claire, le bénévolat ne peut et ne doit se substituer au recrutement de personnel de santé, et donc je ne doute pas que l'avis du gouvernement sera favorable, car ce n'est pas son intention, nous dit-il, de substituer des professionnels de santé, des hôpitaux, par des bénévoles. Donc, avis de la commission, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit tout à l'heure. Favorable. Avis du gouvernement. Défavorable. Il y a deux types de situations différentes. Celle des bénévoles non professionnels qui viennent aux côtés des soignants, assurer des missions de soutien, d'animation, et celle des bénévoles professionnels de santé qui viennent assurer des missions de soins en complémentarité des équipes en place. Dans les deux cas, ces interventions sont encadrées par des conventions avec l'établissement concerné. Contrairement à ce que vous affirmez, il ne s'agit en aucun cas de pallier une pénurie de moyens, mais plutôt de répondre à une volonté d'engagement citoyen qui honore finalement ces bénévoles individuels. Donc voilà, pour ces raisons, je ne peux pas être favorable à votre amendement. Très bien. Donc, Madame Cohen. Oui, Madame la Ministre, si je vous ai bien entendu, vous dites que ça n'est en aucun cas la volonté du gouvernement de se substituer à des professionnels. Alors à ce moment-là, vous approuvez l'amendement de repli de nos collègues, puisque simplement, il précise les choses. Et c'est extrêmement positif pour la loi que de préciser les choses. Et c'est ce que vous venez de dire en expliquant votre point de vue. Donc, vous le partagez et vous devriez soutenir cet amendement de repli qui simplement précise les missions de chacun et de chacune. Madame Cohen, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même la ministre qui donne son avis et l'avis est défavorable. Bien.
Donc, sur l'amendement 80, avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. À l'article 10, l'amendement 138, c'est Mme Cohen. Oui, merci, Monsieur le Président. L'intérim médical est un vrai problème. Et nous le savons bien. Lors de notre tour de France des hôpitaux et des EHPAD publics, avec l'ensemble de mon groupe, nous avons pu rencontrer tous les personnels et notamment les directeurs et les directrices d'hôpitaux. Et vraiment, ils passent des heures et des heures à essayer de régler le problème du manque de personnel et notamment au niveau des médecins. Et ils s'arrachent un peu les cheveux, si je puis m'exprimer ainsi, face aux demandes qui sont faites par un personnel intérimaire qui, effectivement, demande, en termes de rémunération, des salaires extrêmement importants. Donc, il faut trouver, effectivement, une solution à l'intérim médical, mais ça veut dire aussi identifier les causes. Alors, je sais qu'il y a eu, et nous en avons discuté ici même dans l'hémicycle, il y a eu des mesures qui ont tenté d'être prises pour essayer d'encadrer les choses, mais elles sont largement insuffisantes. Et donc, si on sanctionne ces directeurs et ces directrices d'hôpitaux qui se débattent dans des situations extrêmement difficiles parce qu'ils n'ont pas de personnel médical, en leur faisant encore peser la responsabilité, ça va aggraver les conditions des établissements publics de santé, ça va aussi donc aggraver la pénurie en personnel. Donc c'est le sens évidemment de notre amendement, et revenir aux sources, c'est-à-dire qu'il y a effectivement besoin d'embauche dans les hôpitaux, c'est ce que porte l'ensemble des personnels, toutes catégories confondues, c'est la revalorisation de leur profession et c'est également la revalorisation salariale. Les accords de Ségur ont été un tout petit pas, assez inégalitaire d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus qu'il faut mettre en œuvre, puisque vous savez que les personnels demandaient le rattrapage du gel du point d'indice à 300 € net. L'augmentation a été de 183 €. Ça veut dire que dans le public, les personnels ont au moins perdu 120 € en 10 ans de pouvoir d'achat. Donc on voit bien là les difficultés. Donc nous demandons par cet amendement qu'il n'y ait pas une double peine qui sont aux hôpitaux, et plutôt donc de trouver une solution qui va permettre de régler davantage cette difficulté. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. La commission a émis un avis défavorable à cet amendement parce qu'il supprime en fait un article qu'elle a complètement et intégralement réécrit. Merci, Madame la Ministre. Défavorable. Défavorable. Madame Cohen, pour explication de vote. Enfin, je comprends qu'on puisse être défavorable par rapport à nos amendements. C'est le jeu au niveau du Parlement d'avoir chacun des positionnements. Ceci dit, le problème que nous soulevons et qui est partagé, c'est la gravité de la situation des hôpitaux, la pénurie du personnel et l'intérim. Et c'est vraiment un problème, et je pense que mes collègues ici présents, s'ils sont allés dans les hôpitaux, ce que je pense, ils ont pu rencontrer les directions, et les directions appellent au secours. Alors seulement dire qu'on est défavorable à un amendement mais n'apporter aucune solution, je trouve que c'est un peu court. C'est-à-dire c'est soulever, à la limite, l'amendement peut ne pas être bon, mais l'amendement ouvre un débat, et j'aimerais que ce débat puisse effectivement être nourri. D'ailleurs, je me réjouis du fait que lors de la présence du ministre de la Santé, nous avons pu avoir sur un certain nombre de sujets des débats qui nous ont enrichis. Nous n'étions pas d'accord, mais au moins le débat a montré pourquoi le gouvernement adoptait telle ou telle position. Et là, le problème vraiment qui est soulevé, c'est comme tout à l'heure quand ma collègue Katia Poursopoli a posé le problème des ARS et des sanctions financières. Balayer d'un revers de main en disant non, ça ne va pas, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que vous proposez? Je ne parle pas du rapporteur de la commission, avec qui j'ai des accords et parfois des désaccords, chacun verra ce qui est le plus fréquent, mais où il y a eu un travail de réécriture, certaines fois que j'ai partagé avec mon groupe, d'autres fois non.
c'est pas ça. Mais là, en soulevant ce problème-là, je pense qu'il intéresse l'ensemble des parlementaires et plus largement au-delà de notre petite sphère, je dirais, eh bien l'ensemble du monde de la santé. Donc je souhaiterais quand même que ce débat soit un tout petit peu nourri, même si on est pressé par le temps. Mais c'est ça le débat, c'est ça le rôle du Parlement. Merci, cher collègue. Monsieur Chassaing. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente. Bon, effectivement, moi je ne voterai pas ce rapport, mais n'empêche que quand même, c'est effectivement la vérité. Lorsque on va dans les hôpitaux, on se rend compte que certains médecins, notamment urgentistes, sont embauchés seulement, ils veulent seulement être embauchés à 60 ou 70%, parce que 30%, et si vous voulez, ils vont faire de l'intérim. S'ils étaient davantage payés pour les gardes, ben, ils n'iraient pas faire d'intérim. Enfin, c'est un exemple, si vous voulez. Cet exemple, on peut, dans le médico-social, on a effectivement énormément de problèmes de carence au niveau d'infirmières et on arrive à trouver des infirmières en intérim parce que, bon, bien sûr, elles sont beaucoup plus payées. Donc, je pense qu'une des choses pour limiter l'intérim, c'est que les personnes, le personnel, et notamment le personnel médical qui fait des gardes comme les urgences ou les médecins anesthésistes, soient davantage rémunérés pour les gardes. Merci, Madame Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président. J'avais eu à effectivement évoquer ce sujet au moment de la déclaration générale. Il est vrai qu'il y a, par cet article, une injonction quand même paradoxale et plus que ça, vraiment une... On dit souvent que la maltraitance, c'est quand on ne laisse à la personne ou à l'institution que le choix entre deux solutions également négatives. Et nous sommes là dans un cas quand même de maltraitance qui peut effectivement peser sur le chef d'établissement. On lui demande la continuité du service, voilà, notamment de maternité, etc., de chirurgie dans certains territoires. Et par ailleurs, on lui bloque, effectivement, à juste titre, ces surfacturations mercenaires des praticiens, enfin des praticiens ou des soignants, mais aussi, effectivement, des sociétés intérimaires. Donc, je pense qu'il faudrait quand même, d'abord, que l'ARS, dans tous les territoires, contrôle le fait que tout le monde applique cette règle. Parce que si tout le monde applique cette règle, alors dans la sphère publique, mais dans la sphère privée, nous n'arrivons pas, eh bien effectivement, ça assèche de toute façon l'offre de mercenaires. Ou, à minima, que devant la contradiction entre continuité du service ou entorse à la discipline budgétaire, et je pense que les deux, de toute façon, passent en contentieux pour le directeur, eh bien l'ARS, elle prenne ses responsabilités et qu'elle ne prenne pas ses responsabilités, comme l'a dit Laurence Cohen, trop contente de fermer les services, les maternités, les sites de proximité. C'est-à-dire qu'elle résolve effectivement le problème de la valorisation des gardes. Et puis, pas seulement, parce que dans l'intérim, je l'ai dit lors de la déclaration générale, il y a aussi des soignants qui choisissent ça pour maîtriser leur temps de travail et l'articulation avec leur vie familiale, sociale. Ils le font effectivement parce que dans l'hôpital, eh bien, du fait des contraintes, constamment, ils sont obligés de faire des heures supplémentaires, etc. Donc, il n'y a pas que l'aspect, il y a l'aspect conditions de travail. Merci, cher collègue. Donc, effectivement, là... Je demande au gouvernement qui règle le problème autrement. Merci, cher collègue. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement 138 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 51, Madame Préville. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement a été travaillé avec les professionnels que sont les directeurs d'hôpital, et notamment ceux de mon territoire rural, c'est-à-dire l'hôpital de Figeac dans le Lot. Il illustre la crainte très forte que cet article 10, en l'état, ne mène assez rapidement à une conséquence particulièrement délétère,
c'est-à-dire la fermeture des services, et ceci dans des contextes très conflictuels. Car en l'état, dès qu'il s'appliquerait, les territoires ruraux qui sont peu attractifs au regard de certains praticiens, notamment urbains, qui veulent bien venir dans nos campagnes sous condition d'émoluments conséquents, eh bien, ces praticiens ne viendraient tout simplement plus. Ceci se produirait de façon brutale parce que dans les faits, c'est ce qui va se passer. Cet amendement propose de ne pas passer par une judiciarisation, mais par un ajustement des rémunérations qui pourrait s'opérer par le comptable public. Il préconise de permettre aux agences régionales de santé, et parce que quelque part c'est un peu leur rôle, d'établir un état des lieux du respect des conditions fixées par la réglementation concernant les rémunérations des praticiens réalisant des vacations ou facturés par les entreprises de travail temporaire. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. C'est aussi la réécriture de l'article 10 qui avait été écrit par la commission. C'est un avis défavorable. Monsieur le ministre, défavorable aussi. Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Madame Préville, notre collègue, soulève une problématique de nouveau sur le même sujet en expliquant les conséquences du vote de l'article 10. Je veux dire, avec beaucoup de respect au rapporteur, que nous dire simplement que la commission n'a pas écrit ça comme article, c'est quand même une argumentation. Bon, on pourrait avoir un débat un peu plus fouillé sur la question. Surtout qu'on a tous de la mémoire. Nous nous souvenons qu'il y a, après tout peu de temps, Agnès Buzyn avait fait de cette lutte contre cet intérim médical qu'elle qualifiait de mercenariat une priorité et nous a fait adopter des dispositions en disant voilà, là on va pouvoir cadrer les choses. 18 mois après, on se rend compte que c'est inopérant. Je ne lui en fais pas reproche, mais on pourrait tout de même accepter et argumenter sur le fait que ça risque de mettre en difficulté des hôpitaux. Et que je souscris à ce qui a été dit sur cette double injonction qui est extrêmement dure pour certains établissements. Oui, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a pénurie, il y a des personnes qui font des affaires sur cette pénurie. Eh bien, vous ne réglez pas le problème de la pénurie en simplement excluant ou interdisant à ces personnes de travailler. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne dans aucun domaine et nous le savons tous. Ou alors sinon, on va avoir de nouveaux débats économiques dans cet hémicycle qui auront une tonalité singulièrement différente. Donc dans le domaine de la santé, oui, il y a des personnes qui profitent indûment et il faut faire un travail de cadrage. Et ce travail de cadrage, la réponse qui est donnée là, dans la rédaction de l'article 10, mais la rédaction du gouvernement n'était pas plus satisfaisante, ne nous convient pas. Ne nous convient pas parce que, simplement, elle risque d'avoir pour conséquence, ça a été dit, d'interdire des activités sans qu'il y ait de substitution, sans qu'il y ait d'autres solutions. Et donc, cet article 10, nous ne le voterons pas dans cette rédaction. Merci, cher collègue. Monsieur Chassaing. Monsieur le Président, chers collègues, moi je ne voterai pas cet amendement, mais je m'abstiendrai parce que effectivement, il est certain que dans certains petits établissements, les personnes, par exemple, qui sont de garde aux urgences ont 220 ou 30 € de garde pour la nuit. Et donc, en fait, ils tâchent de ne pas être embauchés à 100% pour aller dans d'autres hôpitaux pour faire des gardes à 1500 voilà. Et donc, si il y a des sanctions, eh bien, malheureusement, il en faut, je suis d'accord, mais il faut aussi que l'ARS puisse contrôler et voir les possibilités pour les petits hôpitaux de survivre. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste répondre à Bernard Jomier. Sur l'article 10, il y a 3 amendements qui reviennent sur la réécriture, dont un amendement du gouvernement, qui revient, lui, qui demande à ce qu'on reprenne la réécriture qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Donc je ne voulais pas faire 3 réponses identiques à chaque fois, et j'avais réservé ma réponse au gouvernement. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je mets aux voix l'amendement 51 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 2 amendements en discussion
commune, le 129 du gouvernement, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vais prendre quelques minutes parce que c'est vraiment un point clé de cette proposition parlementaire de loi et je voudrais vraiment qu'en échangeant, je ne désespère pas d'arriver à vous convaincre de revenir à la rédaction initiale de cet article 10. En 2012, j'avais commis un rapport comme parlementaire sur les dérives de l'intérim médical dans les établissements de santé. C'était un sujet qui n'avait pas complètement émergé, il était caché et pour cause. Vous aviez là des hôpitaux qui, de manière à éviter la fermeture d'un bloc opératoire en catastrophe le week-end, de manière à pouvoir continuer d'endormir les malades, de manière à ne pas fermer un service d'urgence, avaient pris l'habitude, mais contraintes et forcées, faute de recruter des médecins sur des postes stables, de passer par des agences d'intérim ou des contrats de gré à gré d'ailleurs, extrêmement onéreux, avec des velléités de rémunération hors normes. Cela a créé plusieurs effets. D'abord, la lassitude des équipes qui voyaient des praticiens hospitaliers quitter leur contrat de praticien hospitalier et postuler dans le même hôpital avec des contrats de gré à gré pour gagner en une semaine ce qu'ils gagnaient en un mois. Ça a entraîné le recrutement massif de médecins étrangers par des filières de boîtes luxembourgeoises qui faisaient rentrer des médecins dont, honnêtement, ils arrivaient du jour au lendemain dans un hôpital, ils ne connaissaient ni le système d'information, ni les équipes, et ils arrivaient parce qu'il fallait qu'il y ait un médecin à cet endroit-là pour ne pas fermer un bloc. Ça a pu poser des problèmes. Il y a des fois où les médecins sont de très grande qualité, d'ailleurs souvent des médecins qui sont très expérimentés, des fois où la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. C'est ce que je dénonçais dans le rapport. À l'époque, j'estimais que c'était 500 millions d'euros de surcoût par an, que ça concernait l'équivalent de 5000 médecins, avec un effet d'entraînement massif dans certaines disciplines. Ce rapport, il préconisait plusieurs mesures qui n'ont pas été mises en place par le gouvernement précédent, et j'ai été le premier à le regretter, faisant partie de la majorité précédente. Il s'agissait notamment de plafonner le niveau de rémunération, de dire les règles sont les mêmes pour tout le monde. Vous pouvez recourir à l'intérim, mais hors de question de payer des sommes totalement irresponsables. Quand ma prédécesseure est arrivée en 2017, elle a pris le décret. Elle a sorti le décret. C'était déjà un long combat. Disant, on va plafonner progressivement la rémunération. De quoi parle-t-on quand on parle de plafond, mesdames et messieurs les sénateurs? On parle de 1 200 euros. 1 200 euros pour une garde à l'hôpital. C'est le tarif légal. 1 200 euros, quasiment un SMIC, pour 24 heures de travail à l'hôpital. On n'est donc pas en train de dire qu'on paye au lance-pierre des médecins qui feraient des missions d'intérim. Je peux vous dire qu'entre 2012 et aujourd'hui, l'intérim s'est profondément accentué dans notre pays. Il touche davantage de disciplines, il concerne aussi des CHU désormais, et que c'est un véritable problème. Je vais vous dire, j'ai encore une boîte mail au CHU, comme neurologue, et pourtant neurologue, ce n'est pas forcément la discipline la plus recherchée. J'ai reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, une offre pour aller effectuer une mission de courte durée où on me payait l'équivalent de 2 000 euros net pour 24 heures, 2 000 euros net, auquel vous ajoutez, parce que c'est un travail précaire, une prime de précarité de 20%, auquel vous ajoutez des avantages en nature, tels que des avantages alimentaires, des avantages de transport. Waouh! Or, à l'époque, j'ai rencontré beaucoup de directeurs d'hôpitaux. Ils me disent exactement ce que vous dites. Les directeurs d'hôpitaux me disaient « on est pris à la gorge. Moi, si je ne paye pas, le médecin ne vient pas, je ferme mon bloc. Je suis obligé de payer. Et je le fais en irrégularité, je sais que c'est irrégulier. Et il y a du contrôle par les chambres régionales derrière qui passent et qui disent « bon, vous n'avez pas le choix, on ne va pas vous traduire devant un tribunal administratif. » Certains l'ont fait, à bas bruit, et certains directeurs ont été condamnés, à titre symbolique souvent, mais avec une condamnation quand même, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de recruter des médecins hors de prix de la veille du jour au lendemain. Certains directeurs m'ont dit qu'ils recevaient parfois un coup de fil du médecin qui devait venir le samedi, le vendredi, en disant « l'hôpital qui est à 50 km, il me propose un peu plus, qu'est-ce qu'on fait ?» Je ne dis pas que c'est la règle. Je ne dis pas que c'est la règle. Et il y a des médecins, encore une fois, qui exercent de la mission de courte durée, et c'est important pour remplacer des congés, des départs, etc. Mais il y a une pratique tarifaire qui est devenue totalement déraisonnable. À l'époque, c'était 1 300 euros en moyenne pour 24 heures. Aujourd'hui, on atteint fréquemment les 2 500, voire les 3 000. Il faut que ça s'arrête. Les mesures qui ont été prises en 2017 étaient importantes, elles n'étaient pas suffisantes, puisque en mettant en place un plafond réglementaire de rémunération avec contrôle a posteriori, ce qu'on constate, c'est que il y a des hôpitaux qui ont, entre guillemets, joué totalement le jeu. Il y a d'ailleurs un mouvement de boycott de la part d'un syndicat sans visage, mais qui avait décidé de boycotter un certain nombre d'hôpitaux qui refuseraient de les payer au prix qu'ils exigeaient. Bonjour le côté éthique de la chose. Et d'autres établissements qui continuent de dire bah, « écoutez, on n'a pas le choix, donc de toute façon, si ce n'est pas nous qui le prenons, c'est l'hôpital là-bas ou la clinique du coin, donc on est obligé de payer. Et puis, voilà, et tant pis pour le plafond réglementaire. »
Je le rappelle, 1 200 €, c'est pas rien pour 24 heures de travail. Ce qu'on propose là, c'est, je dirais, l'arme ultime pour faire en sorte que plus personne ne puisse, je dirais, jouer ce jeu de la surenchère, quand bien même ce jeu de la surenchère serait imposé par les conditions sanitaires locales. Une règle qui ne peut pas être détournée, contournée, et qui est la même pour tout le monde, fait que ce mouvement va s'arrêter. Si vous dites qu'il n'y a plus aucun établissement de santé qui peut payer au-delà du tarif réglementaire un médecin pour une mission de courte durée, je vous le dis, le mouvement expansionniste de l'intérim va se tarir. Et le seul moyen d'en être sûr, le seul moyen d'empêcher que les règles soient contournées en catastrophe par un directeur, parce qu'il n'aura encore une fois pas le choix, je ne l'incrimine pas, c'est que le directeur puisse dire à l'agence d'intérim, ou que le directeur puisse dire au médecin qui vient le voir en gré à gré en lui demandant 3 000 balles, sinon il ne vient pas, je peux bien vous les promettre, mais je ne pourrai pas vous les verser. Je ne pourrai pas vous les verser. C'est impossible. C'est-à-dire que le chèque ne partira pas. Donc si vous voulez venir travailler, vous êtes le bienvenu, c'est 1 200 €, c'est le tarif réglementaire. 3 000 €, vous ne le trouverez nulle part. Ni dans mon hôpital, ni dans celui qui est à 20 km, ni dans celui qui est à 200 km. Personne ne pourra vous payer puisque le chèque ne partira pas. C'est du contrôle a priori. C'est du contrôle a priori. Et en plus, vous, entre guillemets, vous enlevez l'épée de Damoclès qui pèse sur les épaules d'un directeur d'hôpital, puisque de toute façon, il voudrait y contrevenir, il ne pourrait pas le faire. C'est très important. Je vous assure, ça fait près de 10 ans que je travaille ce sujet-là, avec la FHF, avec les hôpitaux, avec les médecins, avec les syndicats. C'est fondamental. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à tarir cette expansion de l'intérim et ses méfaits sur les systèmes hospitaliers. Aider l'hôpital, c'est vraiment considérer que c'est la mesure qu'il faut qu'on prenne. Et vous savez, on parle de plusieurs milliers de médecins qui continueront d'exercer. Certains, d'ailleurs, retrouveront peut-être un poste de PH, tant mieux. D'autres continueront de faire des missions de gré à gré, mais ça coûtera moins cher. Enfin, il faut qu'on arrête de considérer comme irrémédiable qu'un hôpital ait un déficit annuel équivalent aux surdépenses liées à l'intérim médical. Je peux vous donner une liste d'hôpitaux dont tous les déficits, l'incapacité à innover, l'incapacité à mieux payer ses soignants, l'incapacité à se moderniser, est liée uniquement à ces surdépenses liées à l'intérim médical. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Ce que vous proposez dans votre rédaction en commission au Sénat, qui est intéressant, ça ne va pas assez loin. On reste dans la même logique que celle qui était en vigueur jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné, pas suffisamment fonctionné. Vous dites, on va intégrer dans les comptes, dans le PRD, les dépenses intérim, et derrière, il y aura un contrôle poste qui pourra être fait, et éventuellement, on pourra aller jusqu'au tribunal administratif. Mais c'est exactement ce qui existe aujourd'hui. Et le directeur vous dira, écoutez, moi, j'ai pas eu le choix. En plus, une direction d'hôpital peut tout à fait, ils savent le faire, je l'avais vu dans mon rapport, ils peuvent tout à fait mettre la comptabilité des surdépenses d'intérim dans un titre ou un autre de leurs dépenses, de leur comptabilité. Donc vous ne verrez pas, ça ne sautera pas au visage que tel directeur ou tel hôpital a payé 3 000 balles par garde, tel médecin un certain nombre de fois. C'est invisible, c'est totalement noyé, c'est totalement noyé. Vous ne pourrez pas le démontrer. Donc, je veux dire, si vous voulez lutter vraiment avec efficacité contre l'intérim, j'espère vous convaincre qu'il faut un contrôle a priori et que c'est comme ça qu'on mettra fin à ce fléau. Si, honnêtement, vous ne pensez pas que le contrôle a priori soit adapté, ça veut dire que par là même, c'est votre droit. Vous reconnaissez qu'il faut conserver la possibilité pour un directeur de surpayer des gens. Et si vous considérez qu'un directeur peut continuer à surpayer des gens, eh bien, je peux vous le dire, ils continueront à le faire. Et de plus en plus. Monsieur le ministre, alors, en discussion commune, l'amendement 130, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet article entend traduire dans la loi une des recommandations du Ségur de la santé qui visait effectivement à lutter contre l'intérim médical. Le texte apporte des précisions budgétaires pour les deux dispositions concernées. D'abord, le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées au titre du travail temporaire doit obligatoirement figurer à l'EPRD, ça a été dit. Deuxièmement, le directeur général de l'ARS, s'il constate que ce montant dépasse le plafond défini par décret, renvoie l'EPRD au directeur d'établissement et réserve son approbation jusqu'à ce que ce montant soit inférieur au plafond. À l'issue de l'exécution du budget de l'établissement, si le compte financier fait apparaître un dépassement du plafond, le DG de l'ARS devra déférer au tribunal administratif tous les actes qui lui seront communiqués à sa demande par le comptable public de l'établissement, par lesquels l'établissement a eu recours au travail temporaire, et il en avisera sans délai le conseil de surveillance de l'établissement. Ces deux dysfonctionnements relevant de ses compétences, nous demandons simplement que le déontologue de l'hôpital soit informé au même titre que le directeur d'établissement et le conseil de surveillance. Cet ajout ne modifie en rien le process établi par ailleurs par le rapporteur et dont il vient d'être discuté.
Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur ces deux amendements. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord dire à Monsieur le Ministre Olivier Véran que nous avons évidemment pris connaissance de son rapport, du rapport du député Olivier Véran à l'époque de 2012, qui n'était pas un rapport pour la Commission des Affaires sociales, mais un rapport pour le groupe socialiste. Et juste comme ça aussi, pour détendre l'atmosphère, le titre était intéressant, puisque c'était « Hôpital cherche médecin coûte que coûte », et non pas « quoi qu'il en coûte ». Et je suis complètement d'accord là-dessus. Cela dit, donc maintenant pour revenir à notre argumentaire, notre position sur cet article tel que vous le proposez, Monsieur le Ministre, ne repose évidemment pas sur la finalité. C'est une évidence. Sinon, en effet, on aurait tort. Mais notre position, c'est sur la méthode. Le contrôle comptable et le contrôle budgétaire présentent la distinction notable d'intervenir à des stades différents de l'engagement de la dépense de l'établissement. Le premier permettant de liquider la dette de l'ordonnateur vis-à-vis d'un prestataire ayant déjà fourni un service, et le second s'exerçant en amont de l'engagement afin d'en vérifier la régularité. Le dispositif initial de l'article 10, donc attribué au comptable public, dont je rappelle qu'il est un agent du ministère du Budget, une mission qui relève normalement du contrôle a priori du directeur de l'ARS, lié au rôle que tout représentant de l'État dans un territoire doit exercer au regard de l'application de la loi. Cette déresponsabilisation n'a pas paru à la Commission des Affaires sociales souhaitable. Elle a donc émis un avis défavorable à l'amendement de rétablissement du gouvernement, en souhaitant évidemment que nous puissions tous ensemble en rediscuter dans le cadre de la CMP. Et sur l'amendement 130, monsieur le rapporteur, même avis défavorable? Monsieur le ministre, sur l'amendement 130, en discussion commune? Défavorable à l'amendement 130. Alors, Madame Apourceau-Poly a demandé la parole. Je vous remercie. Monsieur le ministre, le constat que vous faites est tout à fait vrai sur l'intérim médical. Et une fois n'est pas coutume, mais je partage le constat que vous faites. D'ailleurs, lorsque je rencontre les hôpitaux dans mon département, le Pas-de-Calais, ils nous parlent évidemment de ce problème qu'ils rencontrent avec les boîtes d'intérim qui sont évidemment, qui pratiquent et qui ont des tarifs qui sont complètement exorbitants. Et je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Alors, il y a quand même deux problèmes de fond à ça. Bien évidemment, un directeur peut recourir à l'intérim, puisque de toute façon, quand on est face à une situation, on est bien obligé de la régler. Mais est-ce que c'est les directeurs que l'on doit finalement sanctionner, ou est-ce les agences d'intérim qui pratiquent ce genre de situation? Je pense qu'il faudrait quand même réfléchir en amont ou en aval pour qu'il y ait une loi qui interdise finalement aux boîtes d'intérim de pratiquer ce genre de situation. Parce que ce n'est quand même pas possible qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent. On sanctionne aujourd'hui les directeurs d'hôpitaux. Alors moi, j'entends bien ce que vous dites. Si plus aucun directeur ne le fait et n'accepte ce genre de situation, ça ne se fera plus. Mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Je pense vraiment qu'il faut encadrer les agences d'intérim. Et puis ensuite, moi j'ai un deuxième souci. Je pense qu'on ne prend pas en compte dans ce genre de réflexion le manque de personnel qu'il y a dans les hôpitaux. Et que si forcément il y avait plus de personnel dans les hôpitaux publics, eh bien les directeurs auraient moins recours à l'intérim. Et les salaires seraient encadrés. Voilà. Merci, Madame Cohen. Oui, je vais abonder dans le sens de ma collègue et puis dire à Monsieur le ministre qui n'était pas en séance tout à l'heure que j'apprécie vraiment l'intervention qu'il a faite, parce que c'est une intervention qui est, pour le coup, qui colle bien à la réalité de l'hôpital et des difficultés dans lesquelles se débattent les directeurs d'ailleurs et les directrices d'hôpitaux, et puis l'inflation
sur l'intérim. Moi, je me rappelle vraiment de témoignages de directeurs et de directrices qui me disaient « mais c'est pas possible, ils passent des heures, des jours à essayer de régler le problème parce que c'est inflationniste et les demandes de salaire sont énormes ». Donc voilà, le constat, nous le partageons. Mais je veux redire ici que l'inquiétude que nous avons, c'est que face à la démographie médicale, le manque quand même de praticiens, le fait d'avoir recours à ce genre de mesures, où j'entends bien, à partir du moment où on va pratiquer de cette façon-là, eh bien, on va tarir. Je n'en suis pas tout à fait convaincue. Je n'en suis pas tout à fait convaincue. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce manque de professionnels. Et je pense que si on peut effectivement adopter ce genre de mesures, il faut parallèlement créer les conditions d'attractivité pour l'hôpital. C'est-à-dire il faut parallèlement effectivement faire en sorte qu'il y ait à nouveau une appétence pour venir travailler à l'hôpital, avec des conditions de travail différentes, avec un salaire différent, avec une revalorisation des professions d'une manière générale. Je crois que ça va obligatoirement de pair. Si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Et puis mon souci, c'est une question, c'est-à-dire que est-ce que finalement, dans la façon dont vous avez proposé votre amendement, il y a, si j'ai bien compris, il y a finalement, au bout du bout, une sanction contre les directeurs et les directions, Donc, je veux dire que ça me semble quand même un peu radical. Merci, cher collègue. Madame Guillotin. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est effectivement un problème qui est important. Moi, je partage tous les constats. Je pense qu'on a tous le même constat ici sur ces bancs. On est même à la limite aujourd'hui d'avoir des fermetures de services. Il y a des services, dans l'hôpital où je travaillais, de maternité qui ne fonctionnent que sur de l'intérim, et des équipes d'intérim qui se sont organisées en équipes pérennes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont toujours les mêmes, donc ils sont quasiment là en permanence. Donc c'est relativement stable, mais bien évidemment avec des salaires qui sont hors normes. Alors, le décret de 2017 m'avait laissé un peu d'espoir en disant qu'il allait avoir un plafonnement. On a tenté d'exprimer à Madame Buzyn qui a eu quand même le courage, et on se rappelle de la violence en fait qui a suivi cet amendement. On s'était dit qu'il fallait que l'ensemble des ARS jouent le jeu pour qu'effectivement il n'y ait pas de concurrence entre une région et une autre région. Force est de constater que ce résultat-là n'a pas abouti. Donc moi, je vais voter l'amendement du gouvernement en me disant qu'a priori, je vois pas, la solution précédente n'a pas fonctionné. Eh ben, tentons la solution. Il faudra réévaluer les choses, mais je pense qu'on peut plus rester dans cette situation. Si le blocage est a priori sur l'ensemble du territoire français, bon, après, ils iront peut-être partir au Luxembourg, mais de toute façon, ils sont déjà partis au Luxembourg. Moi, je suis frontalière, on a déjà ce système-là, et les médecins vont déjà, ou les infirmières vont déjà chercher un meilleur salaire ailleurs. Bon, moi, je me dis que voilà, aujourd'hui, il faut peut-être trancher, et je vais voter donc l'amendement du gouvernement sur ce sujet, en espérant avoir un retour quand même régulier, parce qu'en fait, c'est pas une question de posture ou de choses comme ça, mais il faut changer un peu les choses. Merci, chers collègues. Le président Carucci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas suivre le rapporteur et je voterai l'amendement du gouvernement. Je suis hypocondriaque, j'ai 2 frères médecins, ce qui n'est pas tous les jours facile, parce que plus vous avez de frères médecins, plus ils vous inquiètent sur votre propre sort. Donc, comme en plus je ne suis toujours pas vacciné, vous imaginez. Bien, mais ils me parlent régulièrement de ce type de situation. Et j'entends bien qu'on peut trouver des solutions. Madame Apoursopoli dit « contrôlons plus les agences d'intérim ». Je n'y crois pas. Je préfère croire dans les directeurs d'hôpitaux. Mais les directeurs d'hôpitaux ont besoin d'être protégés avec ceinture et bretelles pour ne pas être soumis à la concurrence, à la surenchère, etc. Et le meilleur moyen de ne pas être soumis à cette situation, c'est de prendre des mesures qui font qu'ils ne peuvent pas. Et qu'à partir de là, les intérimaires potentiels se disent « c'est pas la peine d'essayer, on ne peut pas ». Et donc, dans ces conditions, je trouve que cet amendement est peut-être très encadré, peut-être trop encadrant, mais au moins, on peut imaginer qu'il aura un résultat efficace et concret. Et dans ces conditions, je voterai l'amendement du gouvernement. Et je veux dire au ministre, vous voyez,
J'étais prêt à suivre le rapporteur précédemment, comme quoi le débat parlementaire, ça peut servir. Merci, cher collègue. Madame Lassarade. Merci, Monsieur le Président. En 2017, quand je suis arrivée un petit peu du jour au lendemain à la faveur de la loi NOTRe au Sénat, j'ai dû réfléchir sur mes 15 jours d'astreinte en maternité. Et donc, je suis passée à une semaine, j'ai divisé par 2. Et en contrepartie, les intérimaires qui m'ont remplacée ont fortement pénalisé le budget de l'hôpital. Et là, je me suis dit, mais depuis 30 ans, j'ai fait faire des économies considérables à l'hôpital en acceptant des conditions parfois qui m'étaient agréables parce que j'aimais mon métier. Mais quand on réfléchit à tout ce qu'on a balancé comme fortune aux intérimaires, donc je serais pour une fois effectivement d'accord avec Olivier Véran. Néanmoins, le vrai problème finalement, est-ce que ce n'est pas la bientraitance des praticiens hospitaliers qui sont en place? Est-ce que ce n'est pas l'allègement de la lourdeur administrative qu'on met comme contrainte? Et quand on travaille en maternité, qu'on voit les conditions de travail des obstétriciens, mais également des anesthésistes qui sont là la nuit pour les péridurales et autres effets, est-ce que finalement le vrai problème, il n'est pas en amont sur le traitement correct des praticiens? Moi, ma collègue qui travaillait avec moi lorsque je suis arrivée au Sénat a démissionné de ces astreintes parce qu'elle a été écœurée de voir ce qu'on donnait aux intérimaires. Le vrai problème, Monsieur le Ministre, il est là. Le vrai problème, il est dans la bientraitance des étudiants en médecine dès la première année, dont on voit actuellement tous les problèmes que posent les conditions. À force, il n'y aura plus de vocation et on sera condamné à faire travailler des médecins, souvent des mercenaires qui arrivent de partout en Europe ou d'ailleurs et qui viennent amoindrir la qualité du travail hospitalier. Merci, cher collègue. Madame Doineau. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors moi, je voudrais remercier finalement le ministre de nous avoir fait partager l'ensemble de ces réflexions qui sont anciennes et qui sont celles d'aujourd'hui. Déjà, dans la discussion générale, j'avais annoncé que le groupe centriste trouvait que les mesures prises par la Commission des affaires sociales étaient en retrait par rapport à ce que nous souhaitions. En réalité, en écoutant le ministre, nous avons pris la décision, les uns et les autres, de suivre la proposition du gouvernement. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en termes de constat, de diagnostic. Et ce que nous disait le président Karoutchi tout à l'heure, protéger les directeurs d'établissement, mais protéger aussi les présidents de conseils de surveillance. Parce que même si les uns et les autres trouvent que c'est inconvenant de payer certains praticiens, mais au-delà du réaliste, finalement, par rapport au budget de l'hôpital, eh bien, ils sont obligés de le faire. Parce que sinon, c'est la fermeture d'un service, c'est la fermeture peut-être de l'établissement. Et en réalité, ils jouent la montre, mais à quel prix ? Et je voudrais aussi dire combien ce phénomène de concurrence qui s'est installé dans le pays entre établissements est difficile. Parce qu'on veut aussi soutenir ces établissements pour rendre service à nos concitoyens. Et que la santé, aujourd'hui, encore plus qu'hier, est un des éléments fondateurs de notre, pacte national. La santé, c'est important. Et on défend nos hôpitaux, on défend nos services. Mais c'est vrai que c'est un crève-cœur de dépenser autant d'argent pour pouvoir maintenir des services. Si on veut, arrêter ce mercenariat, comme on l'appelle maintenant, je pense qu'il faut arrêter les primes. On arrêtera les chasseurs de primes. Et je pense que la proposition du gouvernement va dans ce sens. Après, on pourra en évaluer la portée dans quelques mois ou dans quelques années. Mais ce qui compte avant tout, c'est que nous atteignions ce système de concurrence déloyale qui s'est installé entre médecins dans certains établissements, parce que comme le disait ma collègue, effectivement, certains ont donné sans exiger autant de salaire, et puis aussi la concurrence entre établissements, mais attention aussi à la concurrence avec les établissements privés,
Il faut aussi se poser cette question-là, parce que si on veut avoir des médecins de qualité, il faut effectivement y faire attention. Merci, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour ses explications, puisqu'on a échappé à une clôture du débat après un mot défavorable. Et ça montre l'intérêt du débat qu'on aurait dû avoir depuis le début de ce projet de loi sur un certain nombre d'autres sujets d'ailleurs. Moi, j'entends le pari que prend le ministre et qui propose par le contrôle a priori et les conséquences qui seraient que les personnes concernées basculent sur un autre temps médical. Par contre, c'est ça le pari. Et je ne suis pas du tout convaincu. On verra bien. Mais n'oubliez pas que la surrémunération, et on est tous d'accord pour lutter contre ce phénomène-là, crée du temps. Et c'est ça le problème. C'est que ça crée du temps médical supplémentaire et qu'il faut rattraper ce temps médical. J'invite par ailleurs le gouvernement à apporter une réponse, puisqu'on n'arrive pas à traiter ça dans les projets de loi pour des raisons budgétaires, à la question des docteurs juniors, qui est une problématique qui est contingente à celle-là, même si ça n'est pas la même exactement, mais qui est contingente. Nous n'allons pas voter l'amendement du gouvernement et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous invite à ne pas le voter, parce que si nous votons conforme, la discussion est close. Et moi, je suis ce que propose le rapporteur, de terminer la discussion en CMP, parce que nous sommes prêts à suivre la logique du gouvernement, mais à l'exception d'un point, c'est la sanction financière des directeurs d'hôpitaux, qui n'est pas indispensable, et qui peut avoir un effet même un peu paralysant. Et donc, moi, j'appelle à ce qu'on discute ce point-là en CMP, donc à ne pas adopter le texte conforme maintenant, à ne pas voter l'amendement du gouvernement, et à reprendre en CMP la discussion sur la base que propose le ministre, mais en la modifiant légèrement. Merci, cher collègue. Monsieur Savary. Merci, Monsieur le Président. Je partage les propos de Bernard Jomier. Je pense que c'est une discussion relativement complexe et il faut beaucoup d'humilité. Vous avez beaucoup de certitudes, Monsieur le Ministre. Nous y sommes habitués et il en faut. Il faut avoir des convictions, des certitudes. Mais Mme Buzyn avait beaucoup de certitudes également quand elle nous avait présenté un dispositif qui devait régler le problème. Et puis 18 mois après, on fait le constat qu'il n'est pas réglé. Donc j'aurais une approche, moi, un peu différente, à savoir que le texte du gouvernement règle peut-être le problème des hôpitaux, règle pas le problème des EPIC, règle pas le problème des privés. Et en conséquence, que vont faire ces mercenaires? Ils vont aller vers des cliniques privées qui connaissent aussi les difficultés. Donc on réglera, ils ne pourront pas travailler en hôpitaux, mais ils vont aller ailleurs. Soyons très attentifs à cela. Donc je pense que ça mérite une discussion approfondie. La Commission a réécrit le texte qui permet évidemment de remettre sur la table un certain nombre de dispositions qui pourront peut-être trouver une solution qui conviendra à tout le monde. C'est la raison pour laquelle, dans ce contexte particulier, j'aurais tendance à proposer à mes collègues véritablement de suivre la Commission pour que ce débat puisse derrière être éclairé. Madame Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président. Il faut quand même rappeler la responsabilité politique de différents gouvernements, je veux dire pas que du gouvernement actuel, dans la situation qui fait que nous avons 10% de postes vacants, que nous avons des centaines de postes d'infirmiers vacants, de praticiens hospitaliers, etc. Donc ça, il faut quand même le dire, même si maintenant, les conséquences complètement contre-productives nous reviennent au visage et qu'il faut effectivement cette loi. Moi, je serais tentée de vous alerter en amont sur le fait que vous êtes en train de produire la même situation dans le monde médico-social. Vous avez dans le monde médico-social, dans les services de soins infirmiers à domicile, y compris dans la branche sociale de l'aide à domicile, vous les avez exclus du Ségur de la santé et vous bloquez aujourd'hui tous les agréments salariaux qui font que désormais les aides-soignants sont payés au SMIC alors qu'ils étaient à 20% du SMIC il y a quelques années. Donc, moralité, nous avons aujourd'hui dans les services de soins infirmiers la montée de l'intérim de façon brutale. Plus personne ne rentre et effectivement, nous avons de l'intérim. Et vous aurez dans quelques années, vous reviendrez vers nous
nous disant qu'il n'est pas normal que dans les services de soins infirmiers à domicile, le déficit de ces SSIAD porté à l'ARS est souvent repris et qui équivaut à l'intérim supplémentaire qui est passé de 0 dans certains services à 10, à 20, à 30. Donc vous avez exactement la même situation dans les établissements, dans les EHPAD. On a trouvé des EHPAD à la ville de Lyon où 50% c'était l'intérim. C'est les conditions de travail, c'est les conditions de rémunération. Et aujourd'hui, vous bloquez la revalorisation ici. Et vous faites monter l'intérim. Et après, vous vous plaignez des déficits, vous vous plaignez des mercenaires, etc. Parce que je tiens à dire que l'intérim, même quand il respecte alors les règles réglementaires, là, il n'y en a pas pour les SSIAD, mais même quand il est presque normal, en termes de rémunération, c'est quand même la culbute 2 fois plus que le prix des soignants qui sont au SMIC et qui, dès lors, ne supportent plus du tout et sortent des établissements. Alors, si résolvez le problème aujourd'hui que des gouvernements entiers ont créé hier, et ne créez pas dans le médico-social, dans les services de soins infirmiers, ce que demain vous essaierez d'éviter. Merci, cher collègue. Monsieur Hainaut. C'est effectivement un beau et grand débat parlementaire et je pense qu'il y a effectivement une urgence à régler ce problème de l'intérim, qui est autant une question économique, une question de santé, finalement. Bien sûr, une question de santé, mais une question économique. Et moi, je crois qu'il y a des règles fondamentales. Et quand l'inflation est galopante, il n'y a pas d'autre solution que le contrôle des prix, au moins dans un premier temps. Alors ensuite, il faut régler le problème, et ce sera la deuxième partie de mon propos, les problèmes auxquels nous devons faire face, le gouvernement, mais le pays tout entier, et nous dans les territoires, c'est cette question de la pénurie de médecins qui résulte, on le sait toutes et tous, du numerus clausus. Mais on voit bien qu'il y a une volonté politique il faut du temps bien sûr, de faire en sorte de remédier à ce problème. Mais il me semble, et j'ai du mal à les identifier, ce n'est pas forcément le débat d'aujourd'hui, mais pour les temps qui viennent, des rigidités sur cette question, à former plus de médecins, et notamment des résistances, y compris dans les facultés, des résistances à former plus de médecins. Et j'ai du mal à comprendre, dans un pays comme la France, pourquoi on est soumis à ces résistances. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain, mais il me semble que nous ne sommes pas en capacité, même sur le moyen terme et le long terme, à remédier suffisamment à ce problème. Et c'est que cette question, au-delà des hôpitaux, des déserts médicaux, devient tout à fait insupportable pour nos concitoyens et devrait malheureusement avoir des conséquences en aménagement du territoire et en termes de santé assez graves pour notre pays. Je vous remercie. Mais pour le contrôle des prix, je crois que c'est une évidence. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous souhaitiez vous exprimer ? 3 mots, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ce débat de fond. Pour le sénateur, monsieur le sénateur Jomier, il n'y a aucune sanction financière sur les directeurs. Donc si c'est ce qui vous empêche de voter l'amendement du gouvernement, vous pouvez le voter. C'est une saisine du tribunal administratif, mais sans conséquence sur le directeur. On protège au contraire les directeurs. Ils n'ont jamais été protégés comme ça, puisqu'ils peuvent dire « c'est pas ma responsabilité, je ne peux pas vous payer ». Je ne peux pas vous payer ce que vous demandez. Pour les sénatrices communistes, du groupe communiste, pardon, et apparenté, enfin je ne sais plus, pardon, le titre, l'intitulé, d'accord, pardon. Sur les mesures d'attractivité, vous avez parfaitement raison, c'est un corollaire. Rendons les métiers attractifs à l'hôpital. Le Ségur de la santé, avec l'augmentation, je suis sûr que vous y êtes sensible, on augmente l'indemnité de service public exclusif pour tous les médecins qui ne font que du public à l'hôpital public. Ainsi, un jeune médecin qui arrive maintenant à l'hôpital, il est au minimum à 4 200 net par mois. C'est pas mal en début de carrière. Et au-dessus de 6 000 € net lorsqu'il a avancé dans la carrière. Et vous rajoutez les gardes, les astreintes qui sont également rémunérées. Donc on a travaillé sur l'attractivité de façon conséquente. Vous dites qu'il faut agir sur les agences. Vous avez parfaitement raison. Alors le droit, je réponds par anticipation à votre amendement d'après, le droit il est déjà très clair. Les agences d'intérim sont censées suivre la loi et le code du travail. Or vous avez le droit de majoration de 10% de mémoire, ça date de 2012, mais j'ai un peu de mémoire là-dessus. Vous avez le droit de majoration de 10% en cas de travail temporaire, certainement pas de majoré de 300%. Or, donc la loi le prévoit déjà. Et mesdames les sénatrices, je voudrais vous faire part juste de ma petite expérience. Vous dire que la grosse majorité des contrats, c'est du gré à gré.
On ne passe pas par une agence d'intérim. C'est le médecin qui tape à la porte du directeur, qui dit « Moi, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire des missions, vous m'appelez, je viens du jour au lendemain. Par contre, vous allez me payer de temps. » Donc là, agir sur les agences n'a aucun intérêt pour ces contrats. Et enfin, j'avais dénoncé dans mon rapport une agence en particulier, une boîte luxembourgeoise, dont il s'avérait que c'était une boîte postale. Quand on allait sur place, je suis allé sur place avec une équipe de télé, c'est une boîte postale, il n'y a même pas d'agence, et c'était l'un des grands recruteurs qui fait venir des médecins de l'étranger en France. Et j'avais été menacé de procès en diffamation par cette entreprise. Je voudrais profiter de mon intervention pour dire que je n'ai toujours pas reçu de plainte en diffamation, comme quoi elle était peut-être fondée, mon intervention. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 129 du Gouvernement, avec un avis défavorable de la Commission. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Donc je pense qu'il fait tomber le 130. Il fait tomber le 130. Donc je mets aux voix l'article 10. Qui est pour l'article 10 ? Qui est pour l'article 10 ? Ainsi amendé, bien sûr. Hein. Qui est contre ? Attendez, on va faire un assis debout pour que ça soit bien clair. Alors, ceux qui sont pour se lèvent. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui sont contre se lèvent. Bon, là c'est très clair. Je vous remercie, chers collègues. Qui s'abstient ? L'article 10 n'est pas adopté.